merci d'être présent pour ce webinaire consacré à la surélévation des bâtiments et à ce que cette pratique peut apporter à la fois pour nos territoires et nos maîtres d'ouvrage. Voilà, vous le savez, construire aujourd'hui, c'est composer avec des nouvelles contraintes, qu'elles soient foncières, environnementales, réglementaires, et aussi de nouvelles ambitions, et parmi elles l'objectif de la zéro artificialisation nette, qui occupe une place centrale. Comment continuer à accueillir de nouveaux usages, de nouveaux habitants et de nouveaux services sans venir consommer davantage de sol? Et une des réponses les plus concrètes, c'est la surélévation. Euh, pour approfondir ce sujet, on a la chance d'accueillir aujourd'hui plusieurs intervenants et je vais tout de suite donner la parole à Florence Bagné, qui est responsable des opérations au sein de HubFactor et qui va nous présenter les étapes pour une opération surélévation réussie. Alors, juste avant de laisser la parole, Florence, vous pourrez prendre la parole pour des questions à la fin de la présentation de Florence en levant la main. Donc, il y a un petit onglet Réagir où là, vous pouvez cliquer sur Lever la main et on vous donnera la parole. Oui, ou dans le chat aussi, si c'est plus simple. Voilà. Et je te laisse la parole, Florence. Merci Marine, bonjour à tous. Donc HubFactor, c'est une société qui a été créée en 2017 et qui travaille seulement sur le sujet de la surélévation. Et donc je vais partager voilà, une présentation pour présenter les étapes pour la réussite d'un projet de surélévation et surtout des étapes pour je veux dire la phase de montage en amont, des sujets un petit peu à anticiper, puisque les personnes qui interviendront après vous présenteront des réalisations. Donc la surélévation, effectivement, Marine, dans ce moment, on en parle beaucoup pour différents sujets, mais c'est aussi quelque chose qui se fait depuis très très longtemps. Les opérations se sont faites au fur et à mesure. Là, il y a quelques exemples qui sont alors plutôt parisiens. Il y a un exemple à Strasbourg aussi, mais en passant à Lille, j'ai vu qu'il y a des surélévations anciennes qui existent. Mais ça revient sous différentes formes aujourd'hui, avec des projets plus ou moins ambitieux, réalisés en différents systèmes constructifs, mais qu'on peut identifier en France comme dans tous les pays qui peuvent nous entourer en Europe, aux États-Unis aussi. Le premier sujet à regarder quand on réalise un projet de surélévation, c'est d'abord quel est le potentiel réglementaire. Et donc, à l'échelle d'un bâtiment, d'appliquer les différentes règles. Donc là, il y a une illustration qui est faite en prenant en compte le PLU de Rennes, mais le principe est à chaque fois similaire. D'abord, la hauteur maximale. Est-ce qu'on est bien sur un bâtiment qui est en dessous des règles qui sont autorisées par le document d'urbanisme en vigueur? Les règles ensuite de retrait d'attic qui sont à appliquer, les règles de retrait en limite séparative, et aussi prendre en compte les gabarits sur voie. Ce qui fait à la fin un volume qui est un petit peu comme ça découpé. Alors ici représenté plutôt sous forme de pyramide Inca, mais le projet architectural derrière va se développer dans ce volume-là. Ce travail qui est fait à chaque fois à l'échelle du bâtiment, on le réalise nous également à l'échelle d'un patrimoine. L'objectif étant déjà pour les bailleurs sociaux comme pour les syndics de faire ce qu'on appelle le géoréférencement, donc le lien entre une adresse et une emprise bâtie, de bien identifier les bâtiments dont il s'agit, surtout quand c'est des résidences avec plusieurs bâtiments différents, et ensuite de pouvoir produire ce qu'on appelle des atlas de potentiel. Donc c'est des fiches qui permettent d'avoir une connaissance du potentiel de surélévation et densification à l'échelle de chaque résidence. L'avantage pour les syndics en copropriété, c'est d'être en capacité de proposer une réflexion sur ce sujet-là au moment où il va y avoir des travaux de rénovation qui vont se faire, et de voir si la surélévation peut être ou pas un mode de cofinancement. Et pour les bailleurs sociaux, d'alimenter aussi le PSP et de croiser cette réflexion sur une création de logements au moment où il y aura une intervention sur une résidence. Là, les illustrations sont issues d'une étude qu'on a réalisée il y a
2 ou 3 ans maintenant pour Lille Métropole Habitat, qui souhaitait, au-delà de l'identification des potentiels de surélévation, aussi de pouvoir identifier un petit peu des grandes familles de bâtiments. Et donc, une fois qu'on a identifié les potentiels, on a aussi regardé les résidences qui étaient concernées, les différents bâtiments, pour voir qu'il y avait des grandes familles qui se dégageaient avec des éléments notamment en bar avec des circulations qui étaient plutôt faites par coursive à l'extérieur ou alors des bâtiments avec une circulation classique, la barre avec une circulation verticale qui dessert à chaque fois deux appartements, pardon, et donc de pouvoir se dire, bah, il y a un mode d'intervention qui pourrait être similaire, et en ayant recours à des solutions constructives préfabriquées, et donc notamment des solutions en bois. En faisant ce travail-là maintenant depuis quelques années, et je pense que vous avez été confronté à ça aussi, on se rend compte que bah, le droit ne vaut pas autorisation. C'est pas parce que le PLU dit qu'on peut faire tant de niveaux qu'à la fin, le permis obtenu sera effectivement avec tous ces niveaux-là. Là, j'illustre ce propos sur un projet on réalise dans le 14e arrondissement à Paris. Donc la première image, c'est le bâtiment existant, donc typique de la surélévation avec une petite dent creuse comme ça. On avait la possibilité de réaliser 2 niveaux plus un attique avec une toiture végétalisée et qu'on souhaitait rendre aussi accessible. Et après échange avec la ville et notamment l'architecte des bâtiments de France, finalement, ce qui a été autorisé, c'est de faire une surélévation avec un niveau plein et un niveau en attique et un toit en zinc pour garder vraiment l'image de Paris. Ça a un impact bien sûr sur la viabilité du projet, sur l'intérêt que ça représente ici on est en copropriété pour les copropriétaires et sur la part des travaux qui est pris en charge. À Paris, on a encore la chance de pouvoir absorber la perte d'un niveau de surélévation, mais dans des régions avec un prix au mètre carré un peu moins élevé, bah, c'est un projet complet qui peut être abandonné. Et donc sur ce constat-là, on a travaillé de plus en plus maintenant depuis 2 ou 3 ans avec les collectivités pour vraiment les accompagner sur la mise en place d'une vraie politique de surélévation sur leur territoire et avec 2 enjeux. Le premier, est ce que vous voyez sur la première image, donc de visualiser les potentiels de surélévation. Donc tous des petits cubes verts qui sont posés sur les bâtiments, c'est une application des règles. C'est une application ici qu'on fait automatiquement sur tout un territoire. Donc ça peut être sur une ville, ça peut être sur une métropole complète. Donc bien sûr que ce ne sont pas des projets architecturaux, mais l'idée c'est de leur dire aujourd'hui votre PLU permettrait ça. Est-ce que ça correspond à ce que vous êtes prêt à accepter? Est-ce que vous voulez aller un petit peu plus loin dans certains endroits et finalement faire un PLU un petit peu plus permissif? Donc c'est déjà un premier niveau. Et ensuite de les aider sur une éventuelle adaptation des règles. Donc sur l'illustration qui est à droite, on voit en vert les aplats verts, donc c'est les potentiels de surélévation identifiés, et les lignes qui sont plus ou moins bleues, c'est une représentation de l'application des règles de retrait. Là, l'idée, c'est de pouvoir leur montrer comment les règles de retrait peuvent grignoter des potentiels de surélévation. Alors, on sait que les règles de retrait ont un intérêt, notamment en termes d'acceptabilité, pour s'assurer qu'il n'y a pas de problème, notamment d'ensoleillement. Mais quelquefois, ça peut être un peu trop restrictif, et si on grignote trop le potentiel de surélévation, on va se retrouver avec une surface qui ne sera pas intéressante en termes de viabilité d'opération, ou avec un attique, ce qui pose des questions après de reprise de charge puisqu'on ne sera pas au droit des murs existants. Et donc de les faire réfléchir sur ces aspects-là pour voir si c'est la règle qui doit le gérer ou si ça doit se gérer vraiment au niveau du projet, au cas par cas, avec les équipes qui réaliseront et qui concevront les opérations. Un autre sujet qu'on aborde systématiquement aussi, c'est le stationnement, et en particulier le stationnement voiture, puisque normalement, quand on crée des surfaces, et en particulier des logements, on doit créer du stationnement. En surélévation, on va difficilement pouvoir aller creuser sous le bâtiment. Quand il y a une parcelle, elle est généralement déjà occupée, donc soit c'est des espaces verts qui sont protégés, ou il y a déjà des stationnements.
Et donc, on travaille avec eux pour voir dans quelle mesure il pourrait y avoir des souplesses. Et là, les choix sont différents d'une collectivité à l'autre. Ça peut être intégrer une possibilité d'exonération quand on est à moins de 500 mètres des transports, quelquefois sous réserve de faire une surélévation pas trop importante. C'est le cas par exemple à Nice, où ils ont décidé d'exonérer les projets de surélévation, mais s'ils font moins de 750 mètres carrés de surface pour les stationnements automobiles. Pour Rennes Métropole, par exemple, ils ont pris le parti de dire que le PLUI ne doit pas être un frein à la réalisation de projets de surélévation. Et donc, ils ont mis en place une exonération totale, quel que soit l'endroit où on se trouve sur la métropole pour les projets de surélévation. Donc ces aspects-là leur permettent aussi de bien comprendre comment les opérations de surélévation peuvent se faire et de jouer aussi un rôle de soutien pour les acteurs et les porteurs de projets qui viendront par la suite présenter des opérations. Le deuxième aspect, c'est la faisabilité technique, en commençant de par la reprise de charge. Bien sûr, est-ce que le bâtiment va pouvoir reprendre les charges qu'on envisage, sachant que la question va être différente aussi si ce sont des travaux qui sont réalisés en site occupé et donc il faut limiter les interventions sur le bâtiment existant, ou alors si on est sur un projet de surélévation plus ambitieux et sur lequel on peut se permettre après de venir mettre des renforts. Donc le diagnostic structure et un diagnostic sur les fondations pour avoir une bonne connaissance du bâtiment existant. Donc c'est des investissements qui sont à faire assez tôt dans le projet, mais qui sont vraiment importants pour bien choisir les opérations sur lesquelles on va passer du temps ensuite. Une partie du territoire des Hauts-de-France est concernée aussi par une zone sismique 3. Et donc là, dans la réglementation, il y a aussi une différence de traitement si on est au-delà d'une augmentation de 30% de la surface de plancher, avec un recalcul du bâtiment complet, ce qui peut être aussi un sujet. Et enfin, de choisir des solutions constructives légères, et donc en général en bois ou en métal, pour limiter les charges qu'on va rapporter sur le bâtiment. Un deuxième aspect à prendre en compte dans la faisabilité, c'est l'accessibilité. La surélévation est considérée comme une construction neuve, donc à partir du R+3, il doit y avoir un ascenseur. L'existant peut être soumis à une obligation de mise à niveau si les travaux, et donc là dans les travaux on va prendre en compte la rénovation et la surélévation, représentent plus de 80% de la valeur du bâtiment existant. Il est possible d'avoir recours à des dérogations qui sont relativement simples à justifier quand il s'agit de critères techniques, donc de dire que le bâtiment est fait d'une certaine façon, on n'a pas possibilité de mettre un ascenseur. Ça peut être aussi plutôt des critères sur patrimoniaux, donc l'ABF par exemple refuse l'intégration d'un ascenseur à l'extérieur. Mais il y a une possibilité aussi de justifier plutôt d'un déséquilibre entre les bénéfices de l'intégration de l'ascenseur et les coûts que ça représente. Et si le déséquilibre est trop important, d'aller demander une dérogation. Ce qui est, de notre expérience, un petit peu plus compliqué à aller justifier. Donc de bien mettre en avant à ce moment-là les sujets sur lesquels vraiment on va aller demander une dérogation et d'aller au maximum quand même de ce qu'on peut faire dans le projet pour améliorer les différents types d'accessibilité qu'il y a. L'intégration d'un ascenseur se fait sur les projets de surélévation en général de deux façons, soit, donc comme on le voit sur les deux illustrations de gauche, dans le volume du bâtiment, avec deux cas différents. Le premier, donc c'est un bâtiment plutôt de type plot, et là il y avait possibilité d'aller grignoter un petit peu d'espace sur les appartements, c'est chez un bailleur, donc c'est plus facile à envisager aussi, dans des celliers, et donc de supprimer pour deux appartements le cellier, modifier la porte d'entrée d'un des appartements pour pouvoir créer du coup dans ces celliers qui sont superposés l'ascenseur. Le deuxième exemple, c'est l'intégration d'un ascenseur au centre d'une cage d'escalier, ce qu'on voit souvent dans des vieux immeubles.
Ce qui pose aussi des questions après de taille d'escalier, de pouvoir ou pas passer le brancard. Enfin, donc c'est pas toujours évident. Et en général, c'est des petits ascenseurs qui sont intégrés, pas nécessairement des ascenseurs qui vont respecter les normes PMR, mais qui permettent de desservir quand même les étages existants comme les étages de surélévation. L'autre solution qu'on rencontre souvent, et en particulier chez les bailleurs sociaux, c'est les bâtiments plutôt de type bar, donc sur lequel on a une cage d'escalier qui va desservir un appartement de chaque côté du palier, avec là donc une solution d'intégration de l'ascenseur en façade, ce qui pose des questions sur la façon de desservir les étages existants, puisque souvent ça veut dire qu'on va desservir au demi-palier. Donc c'est des choix aussi qui sont faits après par chacun, de se dire c'est toujours ça, au moins on dessert au demi-palier, ou alors d'avoir des travaux un peu plus impactants sur le bâtiment existant pour reconfigurer la cage d'escalier et pouvoir intégrer une desserte au palier dans les niveaux existants aussi. Ça peut être aussi le moment de recréer aussi des espaces extérieurs, de se dire on fait toute une structure avec des balcons, on vient intégrer les circulations. Et dans ce cas-là, sur le premier projet, plutôt sur la gauche, là, on pouvait aussi créer un deuxième accès aux appartements en utilisant les anciens celliers. Donc ça, c'est des possibilités différentes qui sont à discuter en fonction aussi des objectifs qu'il y a et du niveau d'impact sur le bâtiment existant. Le troisième grand sujet technique, c'est la sécurité incendie. Donc la surélévation doit être conforme à la réglementation de la construction neuve. Donc nous, on travaille beaucoup sur des projets de logement collectif. Donc c'est l'arrêté du 31 janvier 86 qui fait foi. Et sur la partie existante, c'est la circulaire du 13 décembre 82, donc qui exige une non-aggravation, voire une amélioration du bâtiment quand on intervient sur un existant. Dans le cadre des réflexions en cours sur l'évolution de la réglementation sécurité incendie, et notamment pour prendre en compte les constructions biosourcées, il va y avoir aussi une évolution sur les projets de surélévation, quel que soit le système constructif utilisé. Donc, ce sera publié a priori en 2026, voire 2027. Mais il y a des précisions qui arriveront aussi parce qu'aujourd'hui, d'être entre les deux comme ça, faut toujours discuter un petit peu des sujets avec les SDIS locaux pour voir ce qu'ils sont prêts à accepter ou pas. Avec deux sujets que j'ai mis en avant ici. Le premier, c'est bien définir le classement du bâtiment après surélévation. Et on a eu le cas sur un projet où on a fait un peu les simulations pour voir comment le camion de pompier pouvait pouvoir se stationner. C'est un projet de surélévation qui intègre aussi une extension de la façade, mais le bâtiment reste en retrait de la voie. Et donc, il y avait des sujets pour savoir comment on arrivait à positionner le camion, mais quand même garantir aussi des bonnes conditions d'intervention pour les pompiers après. Et donc, quelquefois, c'est nécessaire d'aller un petit peu plus loin que juste l'application stricte de la réglementation qui a été faite aussi il y a maintenant quelques temps. Les moyens d'intervention dépendent des collectivités. Et donc, cet échange-là permet vraiment de trouver une solution qui correspond à tous. Sur ce projet, nous, on avait un enjeu fort sur le classement du bâtiment parce que les bâtiments qui sont classés en troisième famille B ne permettent pas de mettre l'ascenseur dans la cage d'escalier. Et sur ce projet, c'était la seule solution pour nous, puisque la cage d'escalier est vraiment au centre du bâtiment, elle est toute petite. On pouvait mettre du coup l'ascenseur seulement au centre. Et donc si on n'arrivait pas à se mettre d'accord avec la BSPP sur le positionnement du camion comme ça en T par rapport au bâtiment, on aurait été obligé de dire qu'il se met sur la voie, donc on était à plus de 8 mètres de la façade et donc classé en troisième famille B. Donc pas d'ascenseur au sein de la cage d'escalier, donc pas d'ascenseur du tout sur le projet, alors qu'il s'agit d'un projet qui est un existant en R+4 sur lequel on vient mettre 4 niveaux de surélévation.
avec un duplex sur les 2 derniers niveaux. Et donc, en termes de confort de vie et de viabilité d'opération, donc de niveau aussi de prix de vente, on était obligé d'avoir à minima un petit ascenseur. Le deuxième sujet, après, c'est l'empoisonnement des escaliers. Et donc, sur ce projet-là, on voit sur le bâtiment existant. Donc, en noir, c'est l'existant. Le bleu, c'est ce qu'on a modifié. Donc, on vient mettre l'ascenseur. Il n'y a pas d'empoisonnement. Et ça a été discuté avec les pompiers. Ils ont autorisé à ce qu'on n'empoisonne pas l'existant parce que c'était pas possible. Mais par contre, il est nécessaire d'empoisonner la surélévation. Et donc, ce qui peut engendrer aussi quelquefois une modification de la cage d'ascenseur. Ça, c'est vraiment les 3 grands sujets de faisabilité technique qui sont appréhendés en amont pour voir si ça vaut le coup ou pas d'aller creuser les projets de surélévation. Un autre aspect à prendre en compte, c'est l'acceptabilité. Donc d'abord des occupants, puisque les projets de surélévation qu'on accompagne sont dans la très grande majorité des cas réalisés en site occupé, avec déjà un choix des projets et de se dire on fait une surélévation seulement s'il y a des travaux de rénovation. Parce que ça veut dire qu'il y a un gain pour les occupants, que ce soit une intervention sur l'enveloppe, le système de chauffage, sur la création d'extérieur, mais d'envisager de faire une surélévation pure sans aucune intervention sur le bâtiment existant, en termes d'acceptabilité, c'est quand même très très compliqué à faire passer. Ensuite, de bien avoir en tête que c'est une intervention qui va se faire en site occupé, et donc de choisir un mode d'intervention et de définir et de concevoir un projet qui soit adapté à ça, et en limitant en particulier l'intervention dans les parties privatives. Choisir les solutions constructives qui limitent les nuisances, ce qui permet à tous de mieux supporter le chantier. S'il y a moins de bruit, s'il n'y a pas d'eau, si ça se fait plus rapidement, bah, c'est une phase qui va passer plus vite et qui sera pour tous moins pénible. Et de tisser des liens. Donc c'est vrai en particulier dans les projets en logement social, mais en amont du projet et pendant tout le chantier, de vraiment rester en contact avec les occupants. Parce que des aléas, il y en aura certainement, mais s'ils sont bien pris en compte, et même si la solution arrive plus tard, mais que le problème est intégré, tout le monde vit mieux le sujet. Et enfin, sur les riverains, donc de prendre en compte là aussi l'impact que ça va avoir. Donc à la fois réduire l'impact, donc ça c'est vraiment le projet architectural qui va être développé, d'obtenir le soutien de la collectivité pour qu'elle puisse aussi venir appuyer et mettre en avant les atouts du projet. Et puis sur le mode d'intervention, sur l'installation de chantier, sur les livraisons aussi, de voir s'il y a des contraintes particulières sur l'environnement. Le dernier sujet, et après je laisse la main à mes collègues, c'est bien sûr la viabilité économique. Les projets de surélévation, on a observé, nous, un prix de revient entre 2 800 et 5 000 euros du mètre carré CHAB, ce qui est supérieur à la construction neuve qu'on peut faire au sol. Les pistes d'explication qu'on a sur ce surcoût, donc c'est la phase de diagnostic. Puisqu'il y a un bâtiment existant, il y a des diagnostics un peu plus importants à faire qui représentent aussi un investissement, les éventuels renforts, le fait d'intervenir sur des petits projets et en milieu contraint. Donc on aura aussi, il y a des coûts fixes qu'on va pouvoir moins facilement répartir. Un ratio entre la surface de plancher et la surface habitable qui va être moins optimisé que sur un bâtiment 100% neuf parce que on dépend complètement de ce qui se passe en dessous. Une intervention en site occupé, donc pour les entreprises, ça veut dire aussi qu'il faut, au fur et à mesure de l'avancement du chantier, à chaque fois sécuriser, laisser bien tous les accès pour que les gens puissent rentrer chez eux. Et enfin, un recours à des solutions qui sont hors site, qui sont en général un petit peu plus coûteuses, mais qui sont beaucoup plus adaptées parce que plus rapides. Donc, il faut aussi pouvoir comparer, au-delà du prix, bah, la vitesse de réalisation. Et tous ces éléments, vous les retrouverez dans une publication qui sera diffusée en début d'année, donc un guide qu'on réalise pour le ministère du Logement sur la surélévation dans le parc social, et donc qui va être, qui reprend tout ça en précisant et qui s'appuie aussi sur 5 réalisations, donc pour avoir aussi des exemples concrets et voir ce qui s'est déjà fait sur l'ensemble du territoire. Voilà.
Merci Florence. Alors j'avais vu une question passer. Je pense que c'est quand tu parlais de la mise à niveau des travaux, quand ils représentent plus de 80% de la valeur du bien. Ouais. Il y a une personne qui demande comment est évaluée la valeur du bâtiment. C'est un indice qui existe en fonction du coup de la surface du bâtiment et qui permet d'estimer cette valeur-là. Ok, d'accord. Est-ce qu'on a d'autres questions? N'hésitez pas sur le chat ou en levant la main. Pas forcément de réaction. Bon, bah, c'était très clair. On a bien vu en tout cas les parties techniques et réglementaires. Et là, on va pouvoir voir maintenant un cas concret et qui reflète bien d'ailleurs tous les aspects qu'on vient de voir. Ouais, je vais inviter Faisal Lawar, qui est chargé d'opération pour la réhabilitation du quartier de la Mouchonnière pour l'île Métropole Habitat, donc un bailleur social de la métropole, à nous présenter son opération. Tout à fait. Bonjour à Voilà, toutes c'est et à bon, on le tous. partage. Est-ce que le partage est visible de Ouais. tous? Alors, je remercie Madame Bagné de ses explications en préambule parce qu'effectivement, pour pas dire 100% de ce qu'elle a expliqué correspond à nos réflexions sur cette opération qui est assez particulière puisqu'effectivement, nous avons décidé de pouvoir réaliser 14 logements en surélévation sur différents bâtiments. Et donc là, je vais vous présenter un petit peu ce qui a été aussi dit de manière technique, mais je rentrerai pas trop dans la technique réglementaire avec les différents échanges que nous avons pu avoir avec les pompiers pour faire en sorte de pouvoir réaliser ces travaux-là. Néanmoins, je vais vous expliquer effectivement toutes les contraintes que nous avons rencontrées, que nous rencontrerons toujours, puisque nous sommes en cours de travaux sur cette opération qui dure 4 ans. Et donc, pour vous dire les choses, alors, est-ce que vous voyez mon écran? Oui, Vous le voyez défiler? C'est bon? oui, Alors voilà, nous sommes en fait dans une opération qui avoisine les 75 millions d'euros avec différents partenaires autour de cette opération. On va se concentrer sur effectivement la surélévation. Donc, il avait été décidé et proposé par le groupement de réaliser 14 logements en surélévation. Pour vous donner un petit peu le contexte, cette réflexion est venue par le fait de démolir également 2 entrées constituées de 16 logements d'un côté pour le bâtiment Watteau et de 16 logements pour le bâtiment de Jeter. Donc il a fallu reconstituer l'offre et en plus de cela, nous avons réalisé un bâtiment en construction neuve de 31 logements, ce qui nous a amené en fait à travailler sur la réflexion de la surélévation. Et donc, dans cette réflexion, nous avons en fait sur les bâtiments réalisé par endroits des surélévations en 2 étages et par endroits des surélévations avec un seul niveau. L'idée ici était effectivement de travailler sur les contraintes, de savoir si les bâtiments datant des années 70 étaient en mesure de supporter la charge qu'il va y avoir au-dessus de ces bâtiments, au-dessus de ces entrées. Il se trouve que pour certains endroits, au niveau des surélévations de un niveau, nous n'avions pas rencontré de difficultés particulières en termes de renforcement du micropieux. Par contre, sur certains endroits, effectivement, nous avons eu l'obligation de pouvoir renforcer les fondations par de micropieux pour pouvoir recevoir la surélévation sur les bâtiments. Donc, dans la réalité des choses, ce que nous avons choisi comme mode opératoire, c'est de pouvoir travailler avec des dispositifs de charpente réalisés en atelier qui constituent les logements et de pouvoir tout simplement les apporter sur site pour les installer après avoir réalisé la partie gros œuvre. Alors, comme le soulignait Madame Bagné, euh, ce qui est important de souligner sur cette opération, c'est que nous travaillons effectivement en milieu occupé et qu'il y a eu effectivement un travail en amont avec les associations de locataires, avec les locataires relatifs aux nuisances, à l'organisation du chantier, voilà, au désagrément qui y a malheureusement sur cette opération, puisque vous vous en doutez, pour réaliser
les surélévations des bâtiments, il a fallu travailler le gros œuvre en réalisant des volets d'escalier complémentaires au-dessus des terrasses existantes et en même temps de pouvoir réaliser les cages d'ascenseurs puisque nous avons pris parti de pouvoir prolonger les cages d'ascenseurs et permettre ainsi de pouvoir desservir les surélévations sur les étages supérieurs. Donc, on a remplacé également l'intégralité des ascenseurs et réalisé un gros travail de surélévation, en gros œuvre sur le bâtiment. Là, vous avez un exemple en coupe de la surélévation sur 2 niveaux. Donc, on a dû faire un renforcement, comme je vous l'ai dit, des fondations. Nous avons réalisé en gros œuvre toute la partie cage d'escalier, cage d'ascenseur en gros œuvre avec du béton cellulaire. Nous avons décidé en fait, enfin le groupement et les bureaux d'études d'utiliser des matériaux les plus légers possibles. Et donc on a pu réaliser cette partie-là en surélévation. En termes de performance énergétique, donc ce qu'il faut comprendre, c'est que là, nous sommes effectivement en construction neuve, donc on s'est fixé l'objectif de la RE 2020. Et donc là, vous avez une vue aérienne de l'intégralité de l'opération, avec donc la réalisation au centre du rond-point Mouchonnière à Seclin, en rouge, les surélévations. Donc, vous en avez 2 avec un seul niveau et une avec 2 niveaux. Sur les autres bâtiments du fond, pareil, nous avons 2 bâtiments avec 2 étages de surélévation et le bâtiment du fond, nous réalisons une surélévation. Je vais vous présenter quelques photos. Donc, comme je vous l'ai évoqué tout à l'heure, on a effectivement réalisé en gros œuvre toute la partie commune en quelque sorte, avec la cage d'ascenseur, les escaliers, les volets en béton d'escalier. Et tout autour, voilà, le charpentier est venu avec des éléments préfabriqués que nous avons installés sur des poutrelles et des poutrelles au niveau des terrasses et réaliser ainsi les différents planchers et l'isolation à l'intérieur des éléments bois. Alors en termes d'isolation, on a non seulement une isolation qui viendra habiller le bâtiment dans son origine avec une isolation extérieure et un bardage en vêture, plus une isolation entre les lambourdes et les panneaux bois qui constituent les façades de la surélévation, et en plus une contre-cloison qui viendra pour des questions acoustiques venir épouser les façades extérieures et intérieures de l'appartement. Donc, nous avons réalisé en bac acier les couvertures et les toitures avec une isolation plus une étanchéité. Et là, on voit bien en fait toute la partie charpente qui est réalisée, mais également toute la partie plancher qui est faite pour recevoir ensuite les revêtements de sol sur cette surélévation. Donc, la particularité aussi technique, c'est que, comme vous le voyez sur cette image, on a encore les ventilations mécaniques contrôlées qui doivent être restées en exercice pendant la durée des travaux et enlevées à la dernière minute pour permettre aux différents logements d'avoir quand même leur ventilation mécanique contrôlée dans les logements du dessous. Je vous cacherai pas que la difficulté, effectivement, c'est pour les voisins directs, où effectivement, on a parfois subi, enfin, ils ont parfois subi quelques fuites, mais voilà. L'idée, c'est de pouvoir créer du lien avec nos locataires et faire en sorte de les prévenir en particulier. Et certains de nos locataires qui sont concernés par la surélévation ont été voilà, sollicités pour des réunions particulières sur l'organisation de ces travaux. Donc, on voit l'avancée au fur et à mesure du programme. Donc là, vous avez en fait ce qui constitue la partie gros œuvre de l'opération, où on a dû surélever et mettre en place en fait une volée d'escalier en béton sur la partie existante pour permettre justement
d'accéder au logement supérieur. Donc voilà, on voit aussi donc toute la partie désenfumage qui doit être réalisée, la partie acoustique en termes de cloison ou hydrofuge sur les gaines. Donc voilà, dans la réalisation, il y a les gaines du dessous voilà, reprennent les surélévations. Il y a aussi toute cette partie chauffage d'alimentation de colonnes montantes en eau chaude sanitaire et en eau froide qui est réalisé sur ces surélévations. Les isolants qu'on réalise à l'intérieur du bâtiment, donc avec une isolation entre les éléments béton. Toute la partie plomberie, évacuation, donc là c'est sur les deux niveaux, les surélévations de deux niveaux et les ventilations. Donc on voit ici le raccordement, j'allais dire, de la volée du bas avec la volée du haut. Donc là, il y a eu aussi un travail de sciage qui a été fait sur la dalle existante de la toiture terrasse pour permettre de réaliser cette partie-là. Là, on arrive en termes de finition, donc avec un réagréage fibré, les mises en peinture des logements. Actuellement, on est sur ce stade-là de réalisation. Et donc, voilà, là, j'ai fini sur la partie présentation. Excusez-moi, peut-être que j'ai été trop vite ou pas assez vite. Non, non, c'était très clair. Merci Faisal. Ça illustre bien les propos de Florence juste avant. Alors, on a quelques questions. Y a-t-il des démarches assurantielles particulières en surélévation? Donc, au niveau des Non, assurances, qu'est-ce que ça donne? non, pas à ma connaissance, à partir du moment où voilà, les bureaux d'études étudient effectivement les choses, surtout en termes de reprise de charge dans les bâtiments. Donc, ce qu'il faut savoir, c'est que nous, avant de pouvoir réaliser ces travaux-là, il faut aussi que derrière, il y ait un travail en amont de connaître les structures du bâtiment existant. Donc, il y a une présentation effectivement au niveau des assurances, mais ce sont les études que nous, on transmet à nos assurances qui nous permettent d'avancer, de nous faire valider aussi les propositions. Mais il n'y a pas forcément d'éléments d'assurance. Il y a juste un sujet technique qu'il faut assurer, c'est bien évidemment, mais ça a été évoqué par la collègue précédente, c'est que il y a tout un degré coupe-feu à assurer et à contrôler par nos bureaux d'études et nos bureaux de contrôle. L'idée, c'est effectivement de pouvoir créer une boîte complètement hermétique. À titre d'exemple, par exemple, l'électricité ne peut pas être à l'intérieur des cloisons. On est obligé, malgré tout, de faire des réseaux électriques en apparent, puisque, comme vous le savez, on ne peut pas du tout percer en fait les éléments coupe-feu à l'intérieur de ces réalisations, puisqu'il y a, voilà, il y a une réglementation quand même à respecter. Merci Faisal. Florence, peut-être au niveau assurantiel, je ne sais pas si tu as des choses à compléter. Non, il n'y a pas de sujet particulier. Après, alors ça va être lié aussi à l'assurance. Peut-être qu'il peut y avoir un référé préventif à faire juste avant les travaux pour avoir une bonne définition du cadre et de l'état des bâtiments voisins ou des appartements en dessous de la surélévation avant le lancement du chantier. Mais c'est plus pour être sûr qu'il n'y ait pas de discussion à la Ouais. fin sur c'était avant, c'était après. Voilà. Là, sur ce cas-là, nous, on n'avait pas de référé préventif, on était pleinement chez nous et on n'a pas de bâtiments qui viennent en mitoyenneté sur ce projet. Et j'ajouterais que Ok, sur l'aspect merci. assurabilité, c'est bien de travailler avec le bureau de contrôle, effectivement, Mm. pour bien cadrer ce qu'ils sont prêts à accepter ou pas, que ce soit en termes de surcharge, sur la partie sismique aussi. Mm. Enfin, voilà, un travail d'équipe en Oui, amont tout à pour fait, bien cadrer les choses. tout à fait. Et aussi la faisabilité technique. Par exemple, ce qu'on rencontre beaucoup et effectivement la difficulté qu'on a pu avoir sur ce projet, c'est la réalisation des douches. Donc, on n'avait pas forcément tous les aspects techniques,
qui nous permettait auprès des fournisseurs ou bien des entreprises, de pouvoir garantir une étanchéité parfaite. Malgré tout, voilà, il y a des discussions à avoir avec les différents assureurs pour avoir les avis techniques qui vont bien, la bonne réalisation, mais je pense qu'il doit y avoir un regard à apporter pour que dans les surélévations avec plancher technique, l'aspect douche doit être en fait pris en considération et qu'il n'y ait pas de doute pardon, sur le sujet de cette réalisation, puisque aujourd'hui, on n'a pas forcément tous les avis techniques sur la composition des matériaux à mettre en œuvre sur des surélévations en plancher bois. Et donc, c'est la succession des mises en œuvre techniques bien réalisées qui nous permettent auprès des assurances de garantir, voilà, bon, il y a forcément comment dire, un surabonnement, j'allais dire, de cette problématique-là. Mais à part ça, j'ai pas de difficulté mis à part ça. Alors, quels sont les avantages du bois en surélévation? C'est Isabelle Bardi qui nous pose cette question, avec entre parenthèses poids, construction sèche, préfabrication, autre. J'ai envie de dire que Isabelle, tu as un peu tout listé. Mm. Effectivement, la filière bois, elle a vraiment une carte à jouer pour tout ce qui est surélévation parce que, bah, Alors, effectivement, poids, donc moins de charges et moins de reprises en sous-œuvre. Des chantiers très rapides à mettre en œuvre, plus rapides qu'avec des matériaux traditionnels, et qui du coup s'adaptent particulièrement bien en site occupé, comme on peut le voir là, et aussi en milieu urbain dense. Donc effectivement, il y a vraiment une carte à jouer pour la filière bois là-dessus, sur ces aspects-là. Des opérations rapides, des chantiers plus propres, et tout ça forcément avec un aspect carbone aussi, toujours intéressant comme peut le permettre la construction en bois. mm. Je ne sais pas si Faisal, vous avez Ah des ben oui, choses oui, à là, je te compléter. rejoins complètement sur cette opération-là. En un mois, les deux étages ont été constitués. Le plus long a été cette partie gros œuvre avec les temps de séchage pour recevoir ensuite les éléments préfabriqués, mais c'est indéniable. Euh, la bonne organisation des entreprises sur la livraison des matériaux, la bonne construction, la bonne dimension des choses, si elles sont bien faites en amont et que les choses sont bien faites en atelier, et que vous avez vraiment la possibilité de mettre une PPM, une grue aux endroits appropriés, très honnêtement, si ça va très très vite. Hein. Ça va très très vite. Je pense même en 2 semaines, j'ai vu une évolution hyper rapide, hein. Hyper rapide. Encore une petite question, y a-t-il des renforcements avec plat carbone sur les plafonds du dernier niveau? Question posée par Cyrielle Doué. Non, pas sur ce projet-là. Alors sur ce projet-là, nous avons en fait configuré sur les murs porteurs principalement, donc sur les murs de façade et les murs de refend. C'est pour ça que sur les différentes photos que vous avez vues, on a des plateaux très 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 grands et on a uniquement des poutres bois qui permettent en fait de reprendre les moments de la plateforme du dessus. Et donc en réalité, ici, il a été décidé de pouvoir mettre de la charpente bois avec des poutres assez longues, assez épaisses, pour permettre justement d'avoir de porteur à porteur les charges reprises. Et on a eu ici uniquement une reprise en fondation, en micropieux. Mais effectivement, il y aurait pu y avoir, à certains endroits, si effectivement les éléments de béton ne permettaient pas de recevoir correctement les surcharges, d'avoir des plats carbone. Mais ici, principalement, on a de la cloison légère sur des bastins, sur des lambournes qui sont reprises, elles, par des poutres primaires, des poutres principales. C'est ce qui a constitué en quelque sorte la fondation de la surélévation. Voilà. Pour pas, en fait, surcharger les dalles existantes. En fait, vous êtes venu refaire des longues grilles de béton en Tout à périphérie fait. sur les On a acroterres, c'est en fait ça? autour du bâtiment, on a réalisé en fait sur la terrasse au niveau des acroterres, on a réalisé
des poutres primaires sur lesquelles en fait sont venus se reprendre des poutres secondaires et qui a permis ensuite de réaliser les planchers. Et sur cette opération-là, ce sont les murs porteurs de façade qui ont permis de faire la descente de charge, tout simplement, de cette opération. Très bien, merci. Et bah parfait. On va pouvoir passer à un deuxième cas concret, très différent cette fois. Je vais laisser la parole à Thierry Sauquet, qui est architecte chez Architecture Plurielle et qui va nous faire un retour d'expérience sur une surélévation et transformation d'un immeuble de santé sur 3 niveaux. À vous, Thierry. Le micro. Ouais, faut mettre le micro, Thierry. On vous entend pas. Le micro est toujours désactivé. C'est bon. C'est bon? Alors là, on doit vous entendre. Tout le monde m'entend? Oui, c'est bon. Donc bonjour à tous. Donc là, il s'agit d'un tout autre sujet puisque ce n'est pas ensuite occupé puisque c'est un bâtiment qui était occupé par Orange, un centre de recherche d'Orange à Rennes, c'est son Sévigné. Et il a été racheté par un groupe de médecins spécialisés et des investisseurs privés. Et donc la demande était de rénover ce bâti euh, sur ce qui faisait 3500 mètres carrés. Et face à ça, nous, on a tout de suite proposé de faire une surélévation de 3 étages sur un R+2, dont on voit le volume émergent qui est la surélévation. Le reste étant de la réhabilitation, restructuration de locaux existants. Donc, juste 2 mots, Architecture Plurielle, c'est une agence qui existe depuis plus de 30 ans, donc qui est dans la construction bois depuis toujours et qui il ne réalise que des bâtiments biosourcés et passifs depuis plus de 15 ans. Dans cette agence d'architecture architecturale, on est très porté sur l'innovation, on cherche toujours à aller au-delà. Et donc, on a en 2015 créé une autre société parallèle qui s'appelle Horizon Bois, euh, pour l'anecdote, le nom a été décidé par l'ensemble de l'Interprod lors d'une AG de Fibois-Bretagne, donc qui s'appelait Abibois à l'époque. Donc, parce que c'était un bâtiment qui était destiné, c'était pour construire un bâtiment démonstrateur, l'image que vous voyez en bas à gauche, un bâtiment démonstrateur de la filière bois. Et donc, toute la filière bretonne devait l'intégrer, ce qui ne s'est pas fait parce que aujourd'hui, il n'est toujours pas sorti de terre, mais il est en cours de travaux. Donc, on a réalisé et on s'est dit qu'il fallait absolument trouver d'autres solutions constructives pour pouvoir à la fois construire en bois, à la fois construire en léger, et à la fois pour du neuf, mais aussi pour la surélévation. Donc, ça a entraîné une recherche et développement avec le laboratoire de l'INSA et ça a duré 5 ans. Le projet de surélévation, donc, il concerne un immeuble situé dans le pôle à Talentes-Rennes, qui est un pôle très très important d'informatique, hein, essentiellement. Et donc là, et à côté, par contre, ici, c'est l'hôpital de Cesson-Sévigné. Et donc, on était juste à côté pour pouvoir créer un lieu de soins de consultation et d'intervention légère, médicale, j'entends. Donc, on voit ici les images du bâtiment construit en 88, classique, même un peu suranné déjà pour l'époque, avec une structure en béton armé et partiellement soit de l'enduit, soit des murs rideaux rapportés sur les éléments. Donc, ce bâtiment, tel que vous le voyez, la surélévation, elle était faite au-dessus de ça. Et donc, le dernier étage était un mur rideau en habillage total. Donc, le bâtiment, on le voit ici, c'est le squelette, il a été complètement mis à nu. Juste le rappel, en effet, dans les équipes, ce qui est important, c'est d'avoir des gens qui croient à la surélévation. Nous, on propose souvent des projets de surélévation, on a beaucoup de refus d'a priori, que ce soit les contrôleurs techniques, les ingénieurs, en disant c'est pas possible, et à partir du moment où on vous dit c'est pas possible, on ne cherche pas à aller plus loin. Donc ça, c'est important aussi d'être motivé pour aller chercher cette surélévation. Donc, le programme de 6100 mètres carrés dispose de tous les équipements nécessaires pour une maison de consultation et de rééducation et réadaptation à l'effort pour les personnes essentiellement blessées en sport ou en accident de la route.
On le voit ici, hein, donc sur le programme, il s'agissait, pour nous, on ne parlera pas de cet immeuble qui a été construit aussi avec le système au bois derrière, mais c'est vraiment de densifier la parcelle euh, qui était de passer de 3500 mètres carrés à plus de 10 000 mètres carrés aujourd'hui. Donc on le voit, le bâtiment existant était sur ce niveau-là. Qu'est-ce qu'on a fait? On a fait un curage du bâtiment complet avec beaucoup d'amiante, comme tous ces bâtiments de ces années-là, que ce soit dans l'école, les joints, sur les menuiseries extérieures, euh, les canalisations, etc. Donc il y a eu un curage complet du bâtiment de fait. Et pour surélever, on va le voir un peu plus en détail, c'est que une fois qu'on a curé, on a créé des cages d'ascenseur qu'on voit ici, une cage d'escalier, puisqu'il y avait un seul monte-charge dans le bâtiment et pas du tout d'ascenseur. Euh, et donc, on a créé deux cages d'ascenseur qui sont pour le coup des montes-malades, donc des gaines importantes pour un 1600 kg et un 2000 kg, et une cage d'escalier empoisonnée, elle, en structure maçonnée, qui reprend à la fois toute la stabilité du bâtiment pour assurer les diaphragmes et les reprises aux effets sismiques. Et là, on le voit ici, le principe de la surélévation qui a été fait. Donc, on va développer. Bon. Gros avantage, on était bloqué, on avait le droit à ne faire qu'un R+2 par rapport au PLUI. Et une des règles aussi, c'est cette dérogation possible aux règles du pluie relatives à la hauteur qui a été prise par la loi depuis le 25 août 2021, qui est quand vous faites appel aux matériaux biosourcés, vous pouvez déroger euh, aux règles du PLUI. Et ça s'impose au PLUI. Donc c'est important parce que à cette époque-là, on nous avait opposé cette règle et on a pu dépasser de 2,50 m la règle du PLUI applicable. On le voit ici, une fois qu'on a curé notre bâtiment, c'était des façades sur votre photo, des façades rideaux, un acrotère maçonné, et puis des formes de pente sur la toiture. En faisant tous nos sondages et nos diagnostics, on avait sur cette toiture une chape béton qui permettait de faire des formes de pente de 7 à 14 cm de moyenne d'épaisseur. Et donc, pour vous dire la légèreté du système constructif, c'est que par rapport aux descentes de charge, le fait d'enlever cette chape forme de pente, qui existe souvent sur ces constructions de cette époque-là et avant, nous a permis de gagner un étage au niveau du poids propre de cet étage. Donc c'est vraiment très très important de bien analyser parce que on l'aurait pas fait d'office, mais c'est dans les calculs qui permettent de faire ça. Et aussi les charges d'exploitation. Là, on n'est pas sur du 150 kg de logement, mais on est sur du 350 kg de surcharge d'exploitation dû au matériel de radio, etc., qui sont dans le bâtiment. Donc, on est sur des surcharges d'exploitation qui sont très importantes. Et donc, plus on allège le bâtiment avec la construction en poids propre, plus on peut bénéficier de charges d'exploitation dessus. Le système constructif au bois qui permet d'être le plus léger, c'est de construire plus en bois avec moins de bois possible. Et donc, il est conçu avec les planchers qu'on a développés. Ce sont des planchers en blocage de forme où le béton qui assure la dalle de compression et le bois la flexion. Donc, on n'a pas un béton rajouté sur du CLT qui est à la base constructive du plancher, qui est un poids mort. Là, le béton joue pleinement son rôle de dalle de compression et en même temps assure au- sismique euh, le diaphragme de l'ouvrage. Donc, la particularité, c'est que les planchers ne reportent rien. C'est-à-dire que en dehors de leur poids propre et des charges d'exploitation, ils ne reprennent pas de charges descendantes, que ce soit pour les façades également. Donc, ça rejoint le sujet de tout à l'heure sur les renforts périphériques, puisque là, ça nous permet de redescendre les charges directement sur l'ouvrage existant. Et donc, on le voit ici par un petit schéma, ce sont des ferrures intérieures qui permettent de reprendre les charges descendantes d'un poteau à l'autre, d'un étage à l'autre. Hein, on le voit sur ce schéma. Là, on a nos poteaux. Voilà. Là, quand le plancher, quand il vient se glisser entre deux poteaux, il est totalement libre. Il n'est pas attaché, il n'est pas fixé. Donc, les descentes de charge étant faites par ces tubes de liaison.
On le voit ici également. Donc, l'avantage du système constructif, c'est que là, c'est du tertiaire, mais on peut le faire sur du logement. On le fait d'ailleurs sur du logement, on le fait sur du bureau, on le fait sur tout type d'activité. Et on le voit bien ici, c'est que bah, il n'y a pas de poutre en rive, hein, c'est vraiment ça. Et on a un bâtiment qu'on a construit. Alors, ici, ce que vous voyez, ce sont des portiques et on verra plus loin, c'est important parce que, et la cage d'escalier empoisonnée, mais on est parti, la surélévation reprend exactement la trame constructive du bâtiment ancien, c'est-à-dire que c'était des poteaux poutres qui formaient les portiques dans l'immeuble, et nous, on est revenu avec ces mêmes portiques. Et pourquoi le béton et pas l'acier? Tout simplement parce que le bilan carbone est bien meilleur sur du béton, on est moins impactant au niveau des hauteurs, on n'a pas de protection feu à faire. Et la liaison, comme on est sur un plancher mixte bois-béton, la liaison se fait tout seul, quoi, et est beaucoup plus économique. On le voit ici, le schéma du plancher, on le verra dans d'autres images, c'est très simple, hein, c'est un défonçage du CLT avec en queue d'aronde avec des chaises spéciales qu'on vient intégrer dedans, un treillis soudé et on coule le béton. On avait fait deux possibilités, tout en préfa, en 100% préfa et en 100% coulé sur site pour le béton. Le coût et le bilan carbone de la préfa fait qu'on l'a abandonné pour l'instant. Par contre, c'est quelque chose qu'on va redévelopper dans la vie technique, mais savoir que forcément, ça génère beaucoup de transport et donc ça détériore le bilan carbone du système constructif. On voit les photos du curage, on voit les fameux portiques béton, hein. Donc, on a un immeuble qui est sur. Voilà, ça, c'est l'étage du R+2, juste en dessous de la surélévation. Donc, on a créé des trémies pour pouvoir mettre ascenseur ou escalier. Et on voit ces fameux portiques ici. Et donc, c'est exactement ce qu'on a repris. Là, c'est la partie la moins intéressante qui existait. C'était la partie en R+1. Et là, le nettoyage de cette dalle complète en enlevant les acrotères et les dalles de forme de pente. On le voit ici. Alors, la particularité, c'est que c'est un système qui permet d'être très rapide et d'avoir que l'entreprise de gros œuvre qui intervient. Euh, C'est-à-dire qu'elle fait du bois, comme on est sur du mixte, du deux matériaux, on a motivé, ça n'a pas été simple de trouver des entreprises qui veulent se motiver. C'est un peu plus facile aujourd'hui déjà, qui veulent se motiver pour poser du bois parce qu'il y a plus de protection à prendre, mais que sur du béton classique. On voit ici sur la gauche, en haut, les tubes qui sont assemblés en bas et on voit les poteaux qui viennent ici poser et qui rentrent dans le tube femelle du poteau du dessous et on les voit ici, on les devine et donc on repose nos planchers. On a une dalle qui vient comme une prédalle et ensuite on vient couler l'ensemble. On voit toujours nos portiques, quelque chose qui est très léger. Et donc, ce sont nos deux cages d'ascenseur et notre cage d'escalier qui assurent la stabilité de l'ensemble d'ouvrage. Et on voit bien ici nos portiques qu'on a créés, et dont on les voit descendre ici, les poteaux ici. Donc, c'est exactement, on a reprolongé ces portiques pour faire les trois niveaux de surélévation. On les voit bien ici. Là, c'est de l'existant. Et hop, on est monté par-dessus. Et ensuite, nos façades sont des façades FOB en éléments finis. Ça, c'est important parce que moins on a d'intervention, c'est beaucoup plus rapide. On a plusieurs projets de surélévation. Et donc là, c'est le même système où quand on vient poser, on le voit ici, on vient poser un élément dessus, il n'y a plus d'intervention. C'est-à-dire qu'il n'y a pas d'intervention humaine à faire sur la jonction entre l'élément inférieur et l'élément supérieur. Ici, on voit, par contre, bah, tout à fait, là, c'est les poses de murs rideaux. Là, on voit des nacelles euh, pour les poses de murs rideaux. Mais ici, on n'a pas besoin de nacelles pour la pose des façades. Et ça, c'est important parce que on a trop de chantiers où il y a des balais de nacelles importants et avec des coûts très, très importants derrière, générés par ces levages. Donc voilà, un projet de 6500 mètres carrés en tout, donc 2000 mètres carrés de surélévation en plancher mix bois-béton. Quelques photos de l'ouvrage, donc la surélévation qui est ici, complète. L'intérieur. Le bâtiment était très large, il faisait 24 mètres puisque c'était un centre de recherche Orange, c'était des serveurs qui étaient au centre. Donc on a créé un patio central de façon à apporter de la lumière et pouvoir faire des bureaux qui donnent à la fois sur l'intérieur et sur l'extérieur.
Bon, ça c'est l'intérieur. Donc, on voit le bois est très présent aussi. L'intérieur d'un bureau de consultation, le plancher bois reste apparent. La distribution supérieure se fait par plancher technique dans ce projet. Et donc, on voit tout de suite que c'est pas une contrainte de ne pas avoir de plancher de faux plafond. Bien au contraire, un plafond 600-600, comme on voit partout, malheureusement, c'est pas très agréable. Là, on a notre plancher bois qui reste apparent dans l'ensemble des locaux. Il y a une balnéo également en thérapie, donc qui est aussi en structure bois. Et ça, c'est le niveau 2 sur lequel on voit les poteaux et les portiques béton qui étaient ici, toujours, qui sont dans le niveau inférieur. Une salle de réentraînement à l'effort. Toujours des photos sur l'intérieur. Et voilà, j'en ai fini de la présentation de ce projet de surélévation. Merci Thierry. On a une petite question sur la fin de vie du système constructif, enfin du plancher mixte au bois. Comment on peut séparer les matériaux pour la Alors, ça, c'est recyclabilité, c'est- etc. c'est une question, moi, qui me fait toujours sourire parce qu'on ne construit pas pour 20 ans, pour 50 ans, on construit pour des siècles. Et donc, l'objectif, c'est pas de se dire comment on déconstruit demain, c'est déjà comment on construit bien aujourd'hui en émettant le moins de carbone possible dans l'atmosphère. Le carbone, c'est 300, 400 ans dans l'atmosphère avant qu'il se détruise et disparaisse. Donc, euh, l'objectif, c'est vraiment de dire qu'on fait un bâtiment flexible, on l'a vu, hein, on génère des plateaux, vous voyez sur ces photos-là, on va générer des plateaux complètement libres. Là, vous le voyez, mais sur l'autre, on voit, il y a rien, il n'y a pas, il y a pas de poteau intérieur, il n'y a pas de refend. Euh, on le voit sur ces photos, hein, donc, l'objectif, c'est que ces plateaux livrés sans rien, sans cloisonnement, sans contrainte de poutre. Alors, ici, rien, mais on a un autre bâtiment, l'autre bâtiment démonstrateur, il y a zéro poutre, puisque ça repose, les planchers reposent sur quatre poteaux. Il faut savoir qu'un plancher, comme vous le voyez ici, repose sur des angles qui font. Alors, vous voyez, ne voyez pas de ferrure, vous voyez rien du tout, parce que tout est intégré. Le poteau est surdimensionné en bois pour pouvoir faire les protections feu. Donc, et là, on peut avoir au centre du bâtiment quatre planchers qui viennent reposer sur le même poteau. Et donc, pour pouvoir gagner cette flexibilité et adaptabilité, c'est-à-dire dans 50 ans, on va pas, l'objectif, c'est ce qu'on fait aujourd'hui hein, avec la surélévation et la restructuration, c'est pas de démolir le bâtiment pour le séparer les matériaux, c'est de le conserver et de lui donner un autre usage. C'est vraiment cette position que nous, on a adoptée parce qu'on construit pour plusieurs siècles. Très bien. Merci pour cette réponse, Thierry. Est-ce qu'on a d'autres questions? Ça peut être dans le chat ou via les mains levées. Moi, j'ai une question, Thierry. En termes d'acoustique, qu'est-ce que tu rajoutes après sur les planchers? Alors, là, Quelle finition? le plancher lui-même, il est à 47 dB quand il est en 17 cm d'épaisseur de CLT plus 8 cm de béton. On est à 47 dB. Et sur ce projet-là de tertiaire, mais c'est ce qu'on propose partout parce que c'est beaucoup plus, pour l'adaptabilité, c'est du plancher technique. Et donc, on est en plancher technique, on est à 57 dB, donc on est très largement au-dessus de la réglementation pour le tertiaire. En logement, on est sur du plancher. Alors, sur l'immeuble de logement, nous, on travaille avec contre l'embourdage, chape sèche, type Fermacell ou autre, et ils sont plusieurs, de façon aussi à pouvoir régler tous les réseaux, la distribution des réseaux d'électricité. Et si demain, on veut transformer un T4 en 3 studios, c'est possible, et inversement. Vraiment, on a vraiment réfléchi. Comme on est une agence d'archi, on réfléchit globalement à l'usage du bâtiment et à son usage demain également quand on va vouloir le modifier. Donc Merci. on a Horizon Bois qui est un immeuble de logement, on est à 67 dB d'affaiblissement acoustique entre les immeubles. On a encore une dernière question. C'est une chape liquide sur le plancher. Serait-il envisageable une chape sèche pour des questions de Alors, poids? Du coup, de c'est carrément retirer la chape liquide et de mettre uniquement une c'est pas chape une chape sèche. liquide, hein. C'est bien la dalle de compression. Donc, C'est une dalle, ouais. c'est un plancher mix bois-béton. Si vous enlevez le béton, le plancher,
il va plus porter. On est vraiment sur un complexe bois-béton dans lequel le béton joue pleinement son rôle de dalle de compression. Alors, quand on le voit, forcément, il est très c'est des bétons avec des adjuvants qui font que c'est liquide puisqu'on n'a pas besoin de le vibrer pour qu'il rentre bien dans les queues d'aronde. Mais ça reste, et on voit qu'il n'y a pas de coulure, ça reste un béton armé, hein. Il est structurel. Clair. Très bien, merci. Eh bien, c'était très clair. On n'a pas d'autres questions. J'attends encore quelques secondes, mais non. Eh bien, merci à nos trois Je veux dire intervenants. qu'il y a une vidéo, je ne sais pas si vous la mettrez en site, qui montre la réalisation de l'ouvrage. C'est une vidéo que je l'ai transmise hier. Il y a une vidéo de 3 minutes, un peu plus de 3 minutes. Ah, Oui, oui, oui. De bien voir Alors, comment ce ça. qu'on fera, c'est que on renverra aux inscrits, on renverra le lien, voilà, pour télécharger la vidéo sur la présentation du projet. Ok, voilà. Et vous aurez aussi le lien vers le webinaire qui a été enregistré. Donc, si vous avez besoin de le revoir ou si nécessité de le partager à des collègues qui auraient aimé participer, vous pourrez le faire. Eh bien, écoutez, on est arrivé au terme. Pas trop dépassé le timing, donc c'est très bien. Voilà, mais je vous remercie et je vous souhaite une belle journée. Merci beaucoup. À bientôt. Au revoir. Merci, merci, au revoir. Merci, au revoir.